Faut que je vous avoue un truc. Moi, dans les jeux vidéo, ce que je kiffe vraiment, au-delà du gameplay ou de l'histoire, c'est surtout la richesse de son univers, sa beauté et tous les mystères qu'on peut y découvrir. Et ces détails, on les trouve quand on s'arrête, et qu'on décide de regarder les choses autrement. Par exemple, dans Tears of the Kingdom, la plupart des gens vont au tour de reconnaissance pour révéler la carte, puis retournent juste pour se projeter dans le ciel. Alors moi, j'ai décidé de vraiment m'intéresser à chacune d'elles, et voir ce qu'elles ont à nous raconter sur Hyrule. Alors laissez-moi vous poser cette question. Quelle est la plus haute tour de reconnaissance ? Vous diriez laquelle ? Bon, vous avez compris, cette question, ce sera comme une nouvelle quête qui va nous révéler plein de choses. Car oui, ce monde a encore plein de choses à nous dire, et plus je m'attarde sur ces détails, plus je le trouve époustouflant. Cette vidéo, ça va être une ode à Hyrule, un voyage de tour en tour, de la plus basse à la plus haute. Alors accrochez-vous à votre paravoile. Alors notre voyage commence au fort de Gae. C'est la tour de reconnaissance la plus basse. Et quand on y pense, c'est logique. C'est la première qu'on va activer. Et en voyant les autres tours qui sont toutes plus hautes, elles vont nous inviter au voyage. Son point culminant s'élève à 117 mètres. Il faut dire que la tour en elle-même mesure déjà 99 mètres. Et comme le fort de Gae est à 18 mètres au-dessus du niveau de la mer, 99 plus 18, ça fait 117. Mais bon, des tours il y en a 15, alors passons à la prochaine. La prochaine tour de ce classement se trouve en plein milieu de la plaine d'Hyrule, et porte bien son nom, c'est la tour de la plaine d'Hyrule. Elle s'élève à 156 mètres. En effet, elle se trouve dressée sur une petite colline qui lui fait déjà prendre plus de 50 mètres. C'est d'ailleurs la seule qui se trouve dans un campement de monstres. Vous aviez déjà remarqué ça ? Dans Breath of the Wild, les tours sont bien souvent des repères d'ennemis en tout genre, alors que dans TOTK, cette tour est la seule qui n'est pas safe. Les monstres de son campement sont même particulièrement robustes pour une tour qui est juste à côté de la zone du départ du jeu. Je pense qu'on est nombreux à s'être pris quelques game over en voulant débloquer cette tour avec à peine 10 heures de jeu. À votre avis, ils ont construit la tour avant que les monstres fassent leur repère ? Ou c'est l'inverse ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque de Breath of the Wild, le rocher était complètement nu. Je me demande même pourquoi les développeurs ont mis ce gros caillou en plein milieu de la plaine d'Hyrule, alors qu'il n'y a aucun Korogu, aucun monstre. En tout cas, sa réutilisation dans Tears of the Kingdom fera prendre à ce rocher tout son sens. Alors, la tour des Peuliers, avec ses 180 mètres, se trouve donc en 3ème place. C'est cette tour qui permettra de récupérer la carte de la région de Firon. En gros, elle se trouve entre les monts Géminé et le lac Hylia. Plus précisément, elle se trouve au-dessus des ruines du village d'Adeia, village qui a été englouti par les eaux. Et personnellement, je trouve que ce lieu a une aura de dingue. Quand on parcourt ces ruines, on se rend compte que c'était pas juste un petit hameau. Le village comptait plus d'une vingtaine de bâtiments, et surtout avait 6 puits. Pour vous dire, c'est plus que le village de Helmith. Aujourd'hui, la tour des Peuliers surplombe le reste de ce village, et le mystère qui entoure sa disparition. Et si on traverse les monts Géminé, cela nous amène à la 4ème tour qui dépasse enfin la barre des 200 mètres. La tour de la plaine de Saasla. Alors moi j'aime beaucoup cette tour, déjà parce qu'il y a des chevaux qui traînent juste là, et qu'on se trouve sur un plateau avec une sacrée vue, alors les couchers de soleil ici c'est quelque chose. Je vous laisse quelques secondes pour admirer ça. Et aussi j'avais adoré la quête pour débloquer la tour. Ceux qui ont déjà fait le jeu doivent s'en souvenir. Quand on arrive à cette tour la première fois, la personne qui s'occupe des tours nous dit que la porte est bloquée depuis l'intérieur. Donc on doit rentrer à l'intérieur d'un bâtiment complètement clos. On est encore au début de l'aventure et le jeu essaie de nous apprendre la puissance du pouvoir d'infiltration. Ce pouvoir qui nous permet d'infiltrer le plafond au-dessus de notre tête pour accéder à sa surface. En inspectant les alentours, on se rend compte qu'il y a une grotte en dessous. Le joueur doit alors comprendre de lui-même qu'en utilisant le pouvoir d'infiltration pile au bon endroit de la grotte, il arrivera à l'intérieur de la tour pour la débloquer. Juste du génie en fait. Alors cette tour, je trouve ça étonnant qu'elle soit si haute dans le classement. Elle atteint les 272 mètres, alors qu'en soi elle est dans une région assez plate. En fait, il s'agit d'un haut plateau qui relie le mont Ebra au volcan d'Ordine. Donc ce plateau est déjà à 170 mètres d'altitude.
On enchaîne avec la tour du Mont Ramol en Akala. Avec ses 280 mètres d'altitude au sommet, elle surveille le village de Zéro. D'ailleurs, c'est intéressant de rappeler que toutes ces tours ont été construites grâce à la société de construction de Grosaillers, qui siège à Zéro, même si c'est bien Proa qui a dessiné les plans. On passe enfin la barre des 300 mètres avec la tour de Rabel. Vous savez, c'est la tour qui est au milieu de la grande chaîne de montagnes qui surplombe le village d'Écarailles, au sud-est de l'Irule. Les deux prochaines tours sont vraiment pas beaucoup plus hautes, donc on va les enchaîner. Pour à peine 3 mètres de plus, la tour du ravin d'Ordine arrive donc à se hisser à la 8e place du classement. Et seulement 7 mètres au-dessus, on trouve la tour du col de Terrel qui surveille le village Piaf. 325 mètres d'altitude pour elle. Pour moi, ces deux dernières tours, elles sont jumelles. Elles ont la même altitude, à quelques mètres près, et toutes les deux sont sur un versant de montagne, l'une une montagne de neige, l'autre une montagne de lave. Et on a fait déjà presque les 2/3 des tours. Il en reste encore 6. Mais laquelle sera la plus haute? Et jusqu'à combien de mètres vont-elles s'élever? Alors déjà, la prochaine, je suis sûr que ça va vous étonner qu'elle soit si haute dans le classement. Pourquoi? Parce que pour la majorité des gens, c'est la deuxième tour que vous avez débloquée. La tour du Mont Labula grimpe effectivement jusqu'à 389 mètres. Mais pourquoi est-elle si haute dans le classement? Eh ben, on va expliquer cela. Pour ça, il faut reprendre le principe qui a guidé la création d'Hyrule. Les triangles. Attention, c'est pas moi qui l'invente. C'est les développeurs du jeu qui en ont parlé au CEDEC. Je vous fais un résumé, puis on va voir comment ils ont appliqué cette logique pour cette tour. La map de Breath of the Wild avait été conçue avec des reliefs en forme de triangles de différentes échelles, pour guider le joueur naturellement. Les grands triangles, c'est-à-dire les montagnes et volcans, attirent le regard et donnent une direction. Les triangles moyens, donc les collines, sont à la fois des obstacles et des points d'étape. Et surtout, elles cachent ce qu'il y a derrière pour créer des révélations progressives en avançant. Et les petits triangles, ce sont les points d'intérêt qui vont rythmer ton aventure. Un camp de monstres, un boss, un PNJ, une entrée de grotte. Au début du jeu, Proa nous donne pour mission d'aller enquêter sur la tempête de neige qui s'est abattue au village Piaf. Donc tu te lances dans l'aventure et tu prends la route dans cette direction. Et là tu vois quoi? Une immense montagne avec une tour plantée en haut. Mais le village Piaf, lui, est à peine visible. Il est caché derrière le mont Labula. Alors tu te dis, chouette, ça me fait de première étape, et en plus la tour va me dévoiler la carte de la région, alors ce sera pratique. Hop, tu t'actives pour t'y rendre. Mais tu ne vois jamais tout d'un coup. Pourquoi? Parce que le terrain est composé de collines et reliefs plus petits qui servent de rideaux naturels. Le début du chemin sillonne parmi les petites collines de la plaine d'Hyrule, et soudain révélation, tu découvres un inox qui dort sur le pont en plein sur ton chemin. Et au loin, tu vois un relais. Et ces éléments n'existaient pas pour toi 2 secondes plus tôt. Le monde vient littéralement de se révéler à toi. Et rien n'est laissé au hasard. Là où l'inox pourrait faire peur aux joueurs moins expérimentés et leur donnerait envie de changer d'itinéraire, le relais juste derrière leur dit « Si vous venez par ici, c'est rassurant, il y a des humains. » Voilà un exemple de péripétie non prévue grâce à la disposition des triangles. Et en poursuivant ton chemin vers cette tour, tu vas croiser Impa, qui va te faire démarrer une autre quête principale, celle des larmes de dragon. Puis en continuant ton ascension vers la tour, tu risques de croiser, par hasard, au milieu de nulle part, Noya. Une autre rencontre très importante qui te permettra de rentabiliser tes graines Korogu contre de la place dans ton inventaire. Résultat, t'as l'impression d'explorer librement, alors que le paysage écrit ton aventure en silence. Au lieu de suivre un GPS, tu suis ta curiosité. Voilà pourquoi la tour du Mont Labula arrive à 389 mètres. Car simplement en posant cette tour sur une si haute montagne, en direction du village Piaf, ils savent que tu risques de la prendre comme objectif intermédiaire, et que cela va t'amener à croiser par hasard tous ces éléments qui voulaient que tu croises. En frôlant les 400 mètres, la tour du canyon Gerudo agit de la même manière que la tour du mont Labula.
Elle marque un point d'étape entre le désert et le reste d'Hyrule. Sa disposition sur cette haute frontière la rend majestueuse, mais surtout, elle amène le joueur à découvrir le phénomène qui frappe le désert Gerudo avec un point de vue bouleversant. Vu d'ici, cela fait vraiment prendre conscience de l'ampleur du problème. On se demande ce qui se passe, est-ce qu'il y a des survivants ? Pour moi, ça a été vraiment le dérèglement régional le plus impactant de ma découverte du jeu. Et en partie grâce à cette tour. Ça aurait été nettement moins impressionnant de le découvrir depuis la sortie du canyon par exemple. Allez, on commence à s'envoler car la tour du plateau Zoran atteint les 471 mètres. Et j'avoue que j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant à dire sur cette tour, alors on va en profiter pour faire une petite pause avant le top 3 final. Ça va être la pause rafale d'informations inutiles sur les tours. Savez-vous combien de petites lanternes comme ça sont accrochées sur le flanc des tours de reconnaissance ? Eh bien, il y en a exactement 33. Et comme les tours font 99 mètres, cela veut dire qu'il y a une moyenne exacte de une petite lanterne tous les 3 mètres. Car 33 x 3 égale 99. Or, il y a exactement 15 tours de reconnaissance sur Hyrule. Et 15 égale 5 x 3, 3 le nombre de côtés d'un triangle, et 5 le nombre de triangles que l'on peut dénombrer dans la Triforce. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je pose ces infos-là pour ceux qui voudront élaborer des théories. On va revenir sur du pur fun fact. Vous savez qu'on peut grimper sur l'escalier des tours ? Oui, comme ça. Ça me rappelle quand j'étais enfant et que je grimpais sur ces aires de jeu. Savez-vous qu'il n'y a pas de hitbox sur ces tissus qui pendent ? Link peut les traverser de manière tout à fait magique. Saviez-vous que dans le tube de la tour, il y a une partie plus large dans laquelle on peut presque se poser ? C'est le coin idéal si on fait une partie de cache-cache sur TOTK. Ceux qui ont déjà joué au jeu savent que si on frappe un silex à côté d'un fagot de bois, cela forme un feu de camp, auprès duquel on peut dormir pour faire passer le temps. Eh bien, la zone de lancement de la tour est une des très rares zones du jeu dans laquelle si on frappe un silex à côté du bois, cela forme seulement un fagot qui brûle, et non un feu de camp. Étrange. On ne peut alors pas dormir à côté. Mais à quoi ça sert de savoir ça ? Eh ben, pas à grand chose peut-être, mais quand même à une petite chose. Si on y place exactement 4 pommes de pin, on peut alors s'envoler pile en haut de la tour. Et ça, c'est pratique. Et sinon, je vous montre une vidéo d'un phénomène assez surprenant qui s'est passé lors de mes expérimentations. On voit qu'en posant une baudruche sur le fagot brûlant, le fagot s'envole. Le feu se propage même sur la baudruche, mais celle-ci tient. Et surtout, attention, en retombant, le fagot se transforme en feu de camp éteint. Allez savoir pourquoi. Bon, reprenons. Il reste seulement 3 tours. Laquelle des 3 sera la plus haute ? On va vite le découvrir. En tout cas, la 3e tour la plus haute arrive à 514 mètres. Et il s'agit de la tour des hauteurs Gerudo. Cette tour se trouve dans une des régions les plus isolées du jeu, et son entrée se trouve sous la neige. Et cet endroit est une des très rares cavités du jeu qui est complètement close. On y accède évidemment avec le pouvoir infiltration. La tour qui arrive en top 2 des tours les plus hautes est la tour de la prairie d'Urban. Ici, nous sommes parmi les terres les plus hostiles du jeu. Tempête de neige, température glaciale, ascension vertigineuse, et sans parler des ravins et précipices qui nous amènent à être en vigilance permanente. En réalité, c'est une zone que tous les joueurs évitent naturellement. La tempête de neige et la poudreuse du sol se confondent visuellement à quelques mètres. Notre horizon se réduit alors et efface nos repères, nous enferme dans ce blizzard et chaque déplacement devient plus lent, plus rude. On avance sans jamais voir ce qui nous attend à quelques mètres plus loin. Ici, on ne se promène pas, on est en expédition. La musique glaciale accentue cette sensation et à vrai dire, même en y jouant au chaud dans mon salon, le jeu arrive à me transmettre l'inconfort de Link et je m'y sens vraiment pas bien. Alors en général, on fait juste ce qu'on a à faire et on retourne rapidement dans des zones plus ensoleillées et verdoyantes. Le haut de la tour atteint les 535 mètres. Ça fait haut. Et pourtant, la tour la plus haute du jeu, la tant attendue, est encore 100 mètres au-dessus. En effet, à son sommet, on est à une hauteur de 631 mètres. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est plus de 2 fois 300 mètres. Vous vous rendez compte de ce que représente 300 mètres dans le jeu ? Qu'est-ce qui, dans Tears of the Kingdom, mesure 300 mètres ? Oui, le dragon blanc. Si on empile 2 dragons blancs en hauteur depuis la mer, on n'arriverait pas à l'altitude du haut de la tour. Et cette tour, la tour la plus haute de Tears of the Kingdom, je vais la laisser se dévoiler à travers ce feuillage.
La tour de la montagne de l'Anel, aussi majestueuse que le sommet sur lequel elle se repose, est visible depuis les 4 coins d'Hyrule. Elle domine ses environs et est un repère pour tous les Iliens. Elle est si haute que même le dragon blanc, qui est pourtant le dragon qui vole le plus haut, passe tous les 5 jours le long de son flanc. Certains y voient une référence à Breath of the Wild. C'est la montagne de l'Anel là-bas. Elle tire son nom de celui de la déesse de la sagesse, Nehru. Tu connais la coutume, bien sûr. Nul ne doit s'aventurer sur la montagne avant ses 17 ans. Demain, j'aurai 17 ans. Demain, j'irai. Je me rendrai sur la montagne. J'espère que ce voyage parmi ces tours de Tears of the Kingdom vous a plu. Pour moi, en plus d'avoir été une aventure dans le jeu pour mener toute l'enquête, cela a été surtout une aventure personnelle, car il s'agit simplement de ma toute première vidéo montée pour YouTube. Je pensais me lancer dans un projet d'1 ou 2 mois, et il m'a fallu finalement 4 mois pour en venir à bout. Car quand on fait une chose pour la première fois, on se heurte à tout un tas de difficultés, et comme toute première création dans un domaine, et même comme toute création tout court, elle sera forcément imparfaite. Alors tous vos retours sont les bienvenus, ainsi que vos idées pour les prochaines vidéos, même si j'en ai déjà beaucoup. Également, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch, je suis tous les lundis soirs sur Tears of the Kingdom à faire des enquêtes, des expérimentations ou défis, et je capture les images pour les futures vidéos. Car ce jeu, je pense que j'en ferai jamais le tour. Et il reste encore beaucoup de choses à découvrir jusqu'à la sortie du prochain Zelda 3D. Sur ce, je vous dis à la prochaine.